Bonsoir à tous. Je reviens vers vous après quelques jours d'absence sur cette chaîne. Et je reviens comme promis avec cette vidéo qui fait suite, évidemment, à la précédente qui était le livre audio concernant le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Et donc, ce texte est en réalité un texte singulier dans l'histoire de la pensée politique. Singulier puisque d'abord, il est marqué par sa brièveté. Il est singulier également par sa précocité, mais surtout singulier par le déplacement théorique qu'il opère. La question classique de la philosophie politique consiste généralement à se demander comment le pouvoir se constitue, comment il se légitime, quelles sont ses limites et puis quelles institutions permettent de prévenir la tyrannie. La Boétie, lui, il choisit une autre entrée. C'est-à-dire qu'il ne demande pas seulement pourquoi certains gouvernent, il demande surtout pourquoi les autres obéissent. Et ce déplacement, il est décisif. Car si le tyran est un homme seul, comment expliquer que des milliers, voire des millions d'individus acceptent durablement son autorité? Comment comprendre qu'un pouvoir numériquement faible puisse se maintenir face à une population immensément plus nombreuse? Et donc c'est cette énigme que la Boétie désigne par l'expression devenue célèbre de servitude volontaire. Le texte n'est donc pas simplement une dénonciation morale de la tyrannie, il constitue une tentative d'analyse des mécanismes par lesquels justement une domination politique peut obtenir la participation de ceux-là même qui la subissent. Et c'est précisément ce qui explique sa modernité. Il convient d'abord pour commencer de replacer l'ouvrage dans son contexte. Étienne de la Boétie, il naît en 1530 et meurt en 1563. 33 ans. Humaniste, juriste, magistrat, il appartient à cette génération lettrée profondément marquée par la redécouverte de l'Antiquité, marquée par l'essor de l'humanisme et les transformations politiques de la Renaissance. Et donc, le discours de la servitude volontaire aurait été composé alors que la Boétie était encore très jeune, probablement dans les années 40 ou début années 50, donc entre 15 et 20 ans. Et il ne s'agit pas d'un traité systématique au sens moderne du terme, puisque la Boétie ne construit pas une théorie complète de l'État, il ne propose pas de constitution idéale, il n'élabore pas davantage une doctrine précise de la souveraineté. Mais son texte relève davantage du discours humaniste, nourri de références antiques, de rhétorique, d'exemples historiques, mais derrière cette forme se trouve une intuition théorique d'une remarquable puissance. Le problème politique fondamental n'est peut-être pas seulement celui de la domination, mais aussi celui de la coopération avec la domination. Il y a quelque part un paradoxe de la servitude volontaire. L'expression elle-même paraît contradictoire. La servitude relève plutôt de la contrainte, alors que la volonté, au contraire, suppose un choix. Et donc parler de servitude volontaire revient donc à rapprocher deux notions qui paraissent mutuellement exclusives.
Mais il ne faut pourtant pas comprendre la Boétie comme affirmant naïvement que les individus choisiraient librement ou consciemment d'être opprimés. Le terme de volonté recouvre ici quelque chose de plus complexe. Il désigne le fait que la domination ne peut perdurer sans une certaine forme de coopération sociale. Le tyran, pris isolément, n'a que peu de pouvoir en réalité. Et la Boétie insiste sur cette disproportion. Le maître n'a que 2 yeux, 2 mains, un corps, il n'a aucune capacité surnaturelle, et s'il domine un peuple entier, c'est nécessairement parce que d'autres individus lui prêtent leur force. Et donc cette idée, elle apparaît très nettement dans le texte. Le tyran voit par les yeux de ceux qui le servent, frappe par leurs mains, entend par leurs oreilles, et exerce son pouvoir au moyen de leurs actions. Donc la domination possède une structure relationnelle. Le pouvoir du souverain n'existe pas indépendamment des comportements de ceux qui l'entourent. Et cette idée, elle est fondamentale. Elle signifie que le pouvoir ne doit pas seulement être étudié depuis son sommet, mais il faut aussi l'étudier depuis sa base. Et cette conception permet de lire la Boétie comme un précurseur d'une définition relationnelle du pouvoir. Le pouvoir n'est pas une propriété que posséderait mécaniquement un dirigeant. Ce pouvoir existe dans une relation d'obéissance. Un ordre qui n'est jamais exécuté cesse en pratique d'être un ordre efficace. Et donc cette institution sera reformulée de multiples manières dans la pensée politique moderne. On a Max Weber qui définira notamment la domination comme la chance de trouver des personnes disposées à obéir à un ordre déterminé. Nous avons également Hannah Arendt qui distinguera plus tard le pouvoir de la violence et insistera sur le fait que le pouvoir suppose toujours une forme d'action collective. Et évidemment, il ne faut pas projeter rétrospectivement ces théories sur la Boétie. Mais la parenté intellectuelle, elle, est quand même réelle. Et donc on a la Boétie qui comprend très tôt que l'autorité politique est moins autonome qu'elle ne le paraît. Elle dépend en réalité d'une multitude de comportements ordinaires. Administrer, prélever, informer, transmettre, surveiller, punir, obéir, autant d'actions finalement sans lesquelles l'autorité centrale resterait largement impuissante. Et il y a également une question qui peut nous paraître évidemment importante et qui devient inévitable, c'est pourquoi les individus continuent-ils à participer au système? La première réponse proposée par la Boétie, c'est l'habitude. Et c'est probablement l'un des aspects les plus subtils de son raisonnement. Les premières générations peuvent connaître la liberté et ressentir directement la perte de celle-ci, mais les générations suivantes naissent dans un ordre politique déjà constitué. Elles apprennent ses règles, elles intériorisent ses institutions, elles grandissent dans un monde où l'obéissance apparaît comme normale, et donc la servitude cesse alors progressivement d'être perçue comme une servitude, puisqu'elle devient coutume. On est exactement toujours dans cette allégorie de la caverne. C'est-à-dire que ceux qui ont tout le temps grandi dans la caverne n'ont pas connaissance d'une forme de multipolarité d'idées au-delà de la caverne, puisqu'ils n'ont connu que la caverne. Et donc la Boétie touche ici à un problème extrêmement important de philosophie politique, c'est la naturalisation des institutions. Ce qui est historique finit par apparaître comme naturel. Et ce qui résulte d'une construction sociale semble aller de soi. Un système politique peut donc obtenir de cette manière une grande stabilité sans besoin de recourir continuellement à la violence. Il lui suffit simplement que son existence soit progressivement intégrée dans les représentations collectives. Et l'obéissance n'est plus alors constamment arrachée, elle est reproduite. Et dans un vocabulaire contemporain, on pourrait parler ici de socialisation politique.
puisque l'individu apprend dès l'enfance certains rapports à l'autorité. Il apprend quels comportements sont considérés comme légitimes. Il apprend quelles institutions doivent être respectées. Il apprend également quelles formes de désobéissance sont moralement réprouvées. Et la Boétie n'emploie évidemment pas ce vocabulaire, mais son intuition est assez proche. Un régime stable n'a pas besoin d'être continuellement justifié. À partir d'un certain point, son existence même devient un argument. On obéit parce que l'on a toujours obéi. Et l'ancienneté d'une institution finit parfois par être confondue avec sa légitimité. C'est un mécanisme puissant parce qu'il agit en amont du conflit politique. Donc, si un individu considère déjà l'ordre établi comme naturel, eh bien, à aucun moment il ne ressent le besoin de le remettre en cause et le remettre en question. Et la Boétie examine ensuite un second mécanisme, au-delà de l'habitude, c'est les divertissements. Les tyrans, nous dit-il, savent offrir au peuple des jeux, des spectacles, des distributions et différents plaisirs. Et l'idée, elle n'est pas simplement morale. La Boétie ne fait absolument aucun reproche aux populations qui aiment se divertir. Mais il montre que le divertissement peut remplir une fonction politique et que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la peur, il peut également reposer sur la satisfaction. Et ça, c'est un point essentiel à retenir de ce texte. Un régime politique durable ne gouverne pas seulement contre les individus. Il peut aussi gouverner en répondant partiellement à leurs attentes. Il distribue, il récompense, il organise des fêtes, il crée des dépendances. Et donc la domination devient ambivalente. Le pouvoir contraint, mais il peut également produire des bénéfices. Il interdit, mais il peut aussi théoriquement protéger. Il prélève, mais il redistribue. Il surveille, mais il offre en théorie de la sécurité. Et cette ambivalence contribue à expliquer pourquoi les populations ne vivent pas nécessairement l'autorité politique comme une oppression permanente. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de pyramide de domination. Il y a une partie qui, pour moi, est probablement la plus remarquable du discours. Ça concerne la structure hiérarchique du pouvoir. C'est-à-dire que, de son jeune âge, la Boétie comprend qu'un tyran ne gouverne jamais directement une population entière, il gouverne par intermédiaire. Donc quelques individus qui bénéficient de sa proximité. Et ces individus disposent eux-mêmes de clients et de dépendants. Et ces derniers entretiennent d'autres, et ainsi de suite. Et c'est à partir de là que se constitue une véritable pyramide politique. Nous avons des élites mondialistes. Ensuite, nous avons des banques centrales. Ensuite, nous avons des commissions, en tout cas pour l'Europe, commissions européennes, avec des gens comme von der Leyen, etc. En dessous, des gens qui entourent von der Leyen. En dessous, des chefs d'État de chaque pays. En dessous, un Premier ministre. En dessous, des membres du gouvernement. En dessous, les sénateurs, en dessous les députés, en dessous préfet, conseiller régional, conseiller général, en dessous, en ce qui concerne la police, différents grades, voilà, jusqu'au type qui va mettre les PV sur les bagnoles, et puis ça passe par toute l'administration et ce qu'on appelle globalement les fonctionnaires qui sont à la dernière échelle, au bas de l'échelle de cette structure pyramidale donc de la tyrannie, finalement. Et au-delà de ça, la Boétie décrit ce qu'on peut appeler une chaîne de dépendance intéressée.
Et comme je vous l'ai dit, à chaque niveau, certaines personnes retirent un bénéfice du maintien du système. Donc la domination n'est plus seulement imposée verticalement depuis le sommet. Il y a un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, un sous-sous-sous-chef, et ça se termine jamais. Et ça se diffuse horizontalement et verticalement à travers des réseaux d'intérêt. Et je trouve que cette analyse est extraordinairement importante. Parce qu'elle signifie que la stabilité politique n'est pas seulement produite par l'obéissance des masses, c'est aussi entretenu par des groupes intermédiaires qui trouvent dans le régime des avantages matériels, sociaux ou symboliques. Et on peut ici, à partir de là, effectuer un rapprochement prudent avec certaines analyses modernes. La théorie des choix publics, qui a été, entre autres, en partie théorisée chez James Buchanan et Gordon Tullock, donc cette théorie insiste sur le fait que les acteurs politiques restent soumis à des incitations. En fait, ils ne deviennent pas soudainement désintéressés parce qu'ils occupent une fonction publique. Les institutions produisent, elles aussi, des intérêts particuliers. Et donc la Boétie, il raisonne évidemment pas en termes de maximisation économique, mais il comprend quelque chose d'assez proche, une sorte d'ordre politique créé autour de lui et une population qui bénéficie de son maintien. Et donc les serviteurs du tyran, ils ne sont pas forcément mus par l'adhésion idéologique, ils peuvent être mus par leurs intérêts. Et donc, plus le système se développe, plus il produit lui-même les catégories sociales qui ont intérêt à sa propre conservation. Et donc on passe d'une simple domination personnelle à une véritable structure sociale. Et c'est ici qu'une distinction, je pense, devient assez indispensable. Dire que le pouvoir dépend de l'obéissance ne signifie pas nécessairement que cette obéissance est pleinement consentie. Il y a en réalité plusieurs formes d'obéissance. On peut obéir par conviction. On peut obéir par intérêt. On l'a vu tout à l'heure, là, qu'on peut obéir par habitude. On peut obéir par conformité sociale. Par peur, on peut obéir par calcul, ou parce qu'on se rend compte que la désobéissance aurait un coût trop important. Et donc cette notion de servitude volontaire, elle possède aussi une ambiguïté. Puisque si on prend le terme volontaire au sens strict, ça veut dire que le concept devient contestable. Les dominés ne choisissent pas toujours librement leur domination. Mais si on comprend le terme au sens d'une participation nécessaire au fonctionnement du pouvoir, et bien dans ce cas, l'institution devient beaucoup plus robuste. Même un régime coercitif a besoin de collaborateurs. Même une dictature a besoin d'administrateurs. Même un système répressif a besoin d'individus pour transmettre ses ordres et appliquer ses décisions. Et donc le pouvoir peut être fondamentalement coercitif tout en restant dépendant d'une coopération sociale. Et une fois qu'on a parlé de cette coopération, on peut parler de retrait de coopération ou de la coopération qui est possible. Et c'est à partir de ce constat que la Boétie formule sa proposition la plus célèbre. Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libre. Cette phrase est d'ailleurs parfois interprétée comme une incitation révolutionnaire, etc. Pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus subtil. À aucun moment la Boétie ne réclame la prise du pouvoir. En réalité, il propose le retrait de la coopération, une forme de sécession finalement. Le tyran n'a pas besoin d'être physiquement renversé. Il suffit tout simplement que les individus cessent de lui fournir les moyens de son autorité. L'image implicite, c'est celle d'un colosse dont la puissance disparaît dès que sa base cesse de le soutenir.
Et cette idée aura d'ailleurs une longue postérité. Je pense tout de suite à la désobéissance civile et aux travaux d'Henri David Thoreau, à Gandhi et la non-coopération, ou les travaux de Gene Sharp au XXe siècle sur les mécanismes de résistance non violente. Et ne serait-ce que pour ces trois auteurs, trois penseurs, euh, il y a une intuition qui revient, c'est que le pouvoir dépend de ressources sociales. La résistance, elle, consiste à interrompre leur fourniture. Et je vais néanmoins introduire une objection sérieuse, puisque le refus de coopération n'est évidemment pas sans coût. Un individu isolé qui cesse d'obéir peut évidemment subir la répression. Et c'est précisément pour cette raison que les institutions coercitives fonctionnent, par la peur et la répression. Donc le problème, il n'est pas seulement moral, il est aussi stratégique. Je connais beaucoup de gens qui, demain, moralement, ils sont déjà sécessionnistes. Mais dans l'action, il y a cette répression, cette peur de la répression qui les freine. Donc chacun peut avoir intérêt à ce que les autres désobéissent tout en continuant personnellement à obéir afin d'éviter les sanctions. Et donc on rencontre assez rapidement ici que cette théorie moderne de l'action collective euh, est décrite comme un problème de coordination en fait. La Boétie, il identifie avec force la dépendance du pouvoir à l'égard des gouvernés. Mais d'un autre côté, il analyse beaucoup moins précisément les difficultés pratiques qui empêchent ces gouvernés de coordonner leurs refus. Et c'est là qu'il y a une limite importante de son raisonnement. Il est également temps de parler de liberté, puisqu'il reste la question de la liberté. La Boétie, il adopte une vision fortement humaniste. Et donc la liberté apparaît comme un état conforme à la nature humaine. La servitude, pour lui, serait donc une dégradation de cette condition naturelle. Alors, on peut aujourd'hui dire que cette conception, peut-être philosophiquement fragile, qu'est-ce qu'une liberté naturelle? Existe-t-il véritablement un état humain antérieur à toute relation de dépendance? Eh bien, la Boétie ne répond pas systématiquement à ces questions. Son objectif à lui n'est pas du tout anthropologique au sens contemporain du terme. Il utilise en fait plutôt l'idée de nature comme norme critique. Dire que l'homme est naturellement libre, lui, permet d'affirmer que la domination doit être justifiée et non simplement présumée légitime. Et là, le déplacement est important, parce que l'obéissance ne devient plus l'état normal que la liberté devrait exceptionnellement interrompre. C'est au contraire la servitude qui demande explication. La Boétie était-il libéral? La question est souvent posée. Est-ce qu'on peut considérer la Boétie comme un précurseur du libéralisme? La Boétie, je l'ai évoqué dans un de mes ouvrages qui s'appelle Une histoire du libertarianisme, disponible aux éditions John Galt. Et il y a une partie où je parle justement de la Boétie. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer cet ouvrage pour en apprendre plus, évidemment, sur les histoires des idées de liberté de l'Antiquité à nos jours, avec, pour chaque chapitre, évidemment, un chapitre tout simplement envers un auteur ou une idée. Je pense qu'au travers de la Boétie, il existe de manière assez incontestable des affinités. Il y a dans ce discours une méfiance envers le pouvoir. Il y a l'idée de valorisation de la liberté individuelle. Il y a la critique de l'obéissance, et il y a derrière ça l'idée que l'autorité politique n'est pas spontanément légitime. Mais, étant donné que là nous sommes en 1540, 1547 je crois,
c'est difficile d'y répondre puisque le libéralisme politique au sens moderne tel qu'on le connaît, il se constituera beaucoup plus tard avec Locke, Montesquieu, Constant ou même Tocqueville. Donc la Boétie, il développe ni théorie des droits individuels, ni théorie systématique de la propriété, ni séparation des pouvoirs, ni doctrine du gouvernement limité. Donc, historiquement, c'est abusif d'en faire un libertarien avant l'heure. Mais, en tout cas, il fait incontestablement partie de ce que je dirais la généalogie intellectuelle des critiques modernes de l'autorité. Et c'est pour cette raison, entre autres, que je l'ai placé dans la panoplie d'auteurs et de penseurs dans ce livre sur une histoire du libertarianisme. Après l'aspect libéral, peut-on se demander si la Boétie est un précurseur de l'anarchisme? Pareil, même prudence pour l'anarchisme. Nous avons certains anards qui ont trouvé chez la Boétie une intuition très proche de leur propre critique de l'État. Si le pouvoir repose sur l'obéissance, pourquoi faudrait-il continuer à lui obéir? Et là encore, on remarque rapidement et facilement que la Boétie ne construit aucune théorie positive d'une société sans État. Il n'y a aucune réponse aux questions relatives à la justice, aucune réponse aux questions relatives à la sécurité, aucune réponse aux questions relatives au conflit, et pas vraiment non plus de réponse aux questions relatives en ce qui concerne les institutions alternatives. Son geste, en fait, est essentiellement critique. Il déconstruit la prétendue évidence de l'autorité, mais à aucun moment il ne propose une architecture politique de remplacement. Et quelque part, c'est précisément ce caractère ouvert qui explique que le texte ait pu être revendiqué par tout un tas de traditions très différentes. Et il y a un autre point également qui mérite d'être examiné, c'est le discours. Conserve-t-il une pertinence dans une démocratie? Là aussi, je pense que la réponse dépend de ce que l'on en retient. Si l'on comprend le texte comme une critique exclusive du tyran personnel, son application aux démocraties contemporaines est évidemment limitée. Mais si l'on considère que son objet véritable, c'est l'obéissance, là, je pense que la question demeure. Et une autre question qui peut venir assez rapidement derrière, voire même, allez, 3 questions. Une décision majoritaire est-elle automatiquement légitime? Première question. Le fait de participer à l'élection du pouvoir suffit-il à rendre toutes ces décisions acceptables? Deuxième question. Comment je vais tourner ça? Une majorité peut-elle légitimement imposer n'importe quelle contrainte à une minorité? Troisième question. Et c'est là, et vous allez comprendre pourquoi j'ai évidemment parlé de ces deux auteurs en premier et Constant en premier pour amener plus facilement la Boétie, c'est à partir de là que la Boétie peut être mise en dialogue avec Benjamin Constant. On a vu précédemment que Constant montre que la liberté moderne ne se réduit pas à la participation à la souveraineté collective. Un individu peut posséder un droit de vote tout en restant soumis à une intrusion considérable du pouvoir dans sa vie privée. Et c'est là aussi l'une des inquiétudes centrales de Tocqueville lorsqu'il analyse le risque de tyrannie de la majorité. Et donc, la démocratie, elle résout à sa manière la question de la désignation du pouvoir, indéniable là-dessus, mais en tout cas, ça ne résout
absolument pas celle de ses limites. Donc, en ce qui concerne une lecture libertarienne à retenir de ça, il y en a une. Et je pense que cette lecture libertarienne du discours insistera naturellement sur ce point que l'on vient de voir. La légitimité d'une autorité ne peut pas être déduite uniquement de la procédure par laquelle elle a été désignée. Le vote d'une majorité ne transforme pas nécessairement une contrainte en acte volontaire pour celui qui l'a subi. Et donc le problème, eh bien, ça devient celui du consentement individuel. Jusqu'où peut-on considérer qu'un individu a consenti à une institution parce qu'il vit sur un territoire donné? Parce qu'il participe à une élection? Parce qu'il utilise certains services publics? Parce qu'il ne quitte pas le pays? Et toutes ces questions apparaîtront de manière beaucoup plus explicite dans ce que j'appelle la tradition libertarienne moderne, mais tout de même la Boétie fournit un point de départ intellectuel particulièrement puissant. Avant même de demander qui doit gouverner, il oblige à poser une question beaucoup plus fondamentale. Pourquoi devons-nous obéir? Au travers de ce texte, il peut y avoir une dimension psychologique de la servitude. Pourquoi la liberté n'est-elle pas toujours spontanément désirée? Parce qu'elle implique un coût. Être libre, ça signifie décider, choisir, assumer, supporter l'incertitude. Alors que la dépendance, au contraire, elle peut et elle offre une forme de sécurité. Nous avons une autorité qui décharge partiellement l'individu de la responsabilité. Elle lui indique ce qu'il doit faire. Elle fixe les normes. Elle définit les comportements acceptables et, de l'autre côté, comportements inacceptables. Et donc, cette intuition dépasse la Boétie, mais elle permet de prolonger son raisonnement. On avait Eric Fromm dans La peur de la liberté qui analyse précisément la manière dont l'individu moderne peut éprouver la liberté comme une charge. Et donc la domination n'existe peut-être pas seulement parce qu'un tyran veut commander, mais elle existe aussi parce que tout un panel d'individus préfèrent la sécurité de l'obéissance à l'incertitude de l'autonomie. Et il y a quand même des limites à ce discours. Il y a, comment dirais-je, premièrement, une forme de conceptualisation euh, 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 moindre. Non, comment je pourrais dire ça? La Boétie, premièrement, conceptualise assez peu la coercition matérielle. La peur de la prison, de la violence, de la perte de ressources, ça peut expliquer une grande partie de l'obéissance. Si tu payes pas tes impôts, tu vas en tôle. Bon bah, je paye mes impôts. Voilà, globalement. Deuxièmement, la Boétie, pareil, il analyse assez peu les problèmes de coordination collective. Savoir qu'un pouvoir dépend de l'obéissance ne suffit pas à permettre aux individus de cesser simultanément d'obéir. Et troisièmement, pareil, sa notion de liberté naturelle, ça reste relativement déterminé. Et pour terminer, le texte offre davantage une critique du pouvoir qu'une théorie complète des institutions politiques. Mais ces limites n'annulent pas sa portée, puisqu'elles permettent au contraire de comprendre précisément ce qu'est le discours. Et donc, non, c'est pas une science complète du politique, c'est plutôt une interrogation radicale sur les conditions sociales de l'autorité. Et donc, pour conclure, c'est probablement comme ça qu'il faut lire aujourd'hui le discours de la servitude volontaire. Pas comme un simple pamphlet contre les tyrans, encore moins comme un programme politique prêt à l'emploi, mais plutôt comme une tentative précoce d'analyser l'obéissance. La Boétie comprend que le pouvoir ne repose jamais exclusivement sur celui qui commande. Ça repose également sur ceux qui exécutent. L'habitude, les intérêts,
les intermédiaires, les récompenses et les représentations collectives, et surtout sur la difficulté pratique à coordonner la désobéissance. Et donc, sa contribution fondamentale consiste à déplacer le regard. Et donc la question politique n'est plus seulement comment le pouvoir parvient-il à nous dominer, ça devient qu'est-ce qui, dans nos comportements, nos habitudes et nos institutions, permet au pouvoir de continuer à fonctionner. Et évidemment, c'est une question infiniment beaucoup plus inconfortable. Parce que ça retire aux citoyens la possibilité de considérer toute domination comme quelque chose de totalement extérieur à lui. Le pouvoir, certes, est exercé d'en haut, mais il est quotidiennement reproduit d'en bas. Et c'est probablement là que réside la force durable de la Boétie. Il y a près de 5 siècles que ça a été écrit. Et son texte oblige encore le lecteur à distinguer 3 choses que l'on confond trop souvent. Obéir, consentir et être libre. Et toute la difficulté de la philosophie politique commence peut-être précisément dans l'espace qui sépare ces 3 notions.